Est-ce qu'on avait besoin d'un nouveau Zoro avec Jean Dujardin? D'un côté, ça fait du bien de voir le justicier masqué de retour sur nos écrans, mais si c'était pour le traiter comme ça, c'était peut-être pas la peine. Bonjour à tous, c'est Antoine et aujourd'hui vous vous en doutiez, c'est moi qui vais vous parler de la nouvelle série Zoro qui arrive le 6 septembre sur Paramount+, mais qui sera aussi diffusée avant la fin de l'année sur France Télévisions. Au cas où vous ne le saviez pas encore, Zoro c'est l'un des héros de mon enfance, déjà avec la série Disney avec Guy Williams que je regardais justement sur France 3, et bien sûr l'incroyable masque de Zoro avec Antonio Banderas, et si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le sujet, qu'est-ce que vous attendez? Alors qu'est-ce qu'on attend? Alors je vais pas vous mentir, depuis ces premières bandes annonces, j'avais un peu peur de cette version avec Jean Dujardin qui semblait se tourner du côté de la parodie un peu facile. Pas la même matière, non? Pour être clair, j'avais raison d'avoir peur, mais ce Zoro n'est pas non plus un échec total. Tout ça mérite un peu de nuance que je vais exposer en 3 points. L'intérêt de faire une telle série en France, les limites de son écriture et de sa tonalité, et enfin ces petits éclats par-ci par-là. Mais avant, je vous rappelle juste que si vous aimez ces vidéos, c'est important de liker, commenter et de s'abonner à la chaîne. Et comme Écran Large, c'est aussi un site internet, on vous propose un abonnement à quelques euros par mois qui vous donne accès à plein d'articles exclusifs chaque semaine. D'avance, merci pour votre soutien. Donc pour commencer, c'est quoi l'intérêt de faire une série Zoro en 2024 et surtout en France? Zoro, il est créé en 1919 par l'auteur Johnston McCulley et il s'inscrit dans une certaine histoire de l'Amérique et de la colonisation espagnole au XVIIIe siècle. Ça a beau être spécifique, son côté révolutionnaire parle à tout le monde et a nourri la pop culture du monde entier depuis sa création, ne serait-ce que du côté de Batman. D'ailleurs, c'est depuis la tradition dans les comics que les parents de Bruce Wayne meurent en sortant d'un cinéma où ils ont vu le signe de Zoro, au cas où l'hommage n'était pas assez clair. Pourtant, Zoro a été assez peu adapté par les Français, si on enlève la version avec Alain Delon qui vient d'un film franco-italien. Et c'est bizarre parce que le film de KPDP, c'est quand même très ancré dans notre culture de l'imaginaire, ne serait-ce qu'avec Alexandre Dumas. Donc sur le papier, c'est assez cool de voir un Zoro à la française, d'autant que ça sent qu'il y a de la moula derrière tout ça. Pour imiter les territoires de la Nouvelle-Espagne, la production a globalement été tournée en Andalousie, comme à la belle époque des westerns spaghetti, et ça a un cachet franchement évident, qui s'accorde bien avec la production design. C'est ambitieux, et franchement, ça a souvent de la gueule. Et puis il y a l'envie de réinvestir un personnage qui peut sembler un peu désuet aujourd'hui. Mais comme je le disais, Zoro est un embranchement important de la pop culture et c'est pertinent d'y revenir pour mieux comprendre l'impact de ce proto-super-héros, de revenir à la source finalement. Et on a bien vu avec le succès récent du Comte de Monte Cristo que ça marche, même quand on assume de le traiter avec sérieux et sincérité. Malheureusement, ce n'est pas du tout, mais alors du tout, l'ambition de cette série Zoro. Sans surprise, le fait qu'il y ait Jean Dujardin nous mettait la puce à l'oreille. Zoro version 2024 est une comédie façon OSS 117. Alors attention, j'adore OSS 117, ça me fait mourir de rire, mais ça avait un sens particulier. On parle souvent de parodie pour décrire OSS 117, mais c'est plutôt du pastiche. Là où la parodie prend des codes et les exagère, le pastiche les prend quasi tels quels et les transpose dans quelque chose de nouveau. Un postiche? Dans OSS 117, Michel Hazanavicius reprenait les séries B d'espionnage des années 50-60 dans tout leur côté kitsch et faisait de son héros le miroir de la France de l'époque dans toute sa beaufrie et son ignorance. Notre empire colonial. À notre empire colonial. Ce qui fait rire, c'est le décalage avec l'époque dans laquelle les films sont produits, parce qu'elle rend la prétention de son personnage, persuadé d'être le meilleur, encore plus ridicule. Évidemment, c'est moi qui suis ridicule. Et à la base, Zoro voudrait se reposer sur le même procédé. Don Diego de la Vega a raccroché les gants et le masque depuis 20 ans et s'apprête à prendre les rênes de la ville de Los Angeles après le retrait de son père. Mais son nouveau rôle politique est vite confronté aux nobles de la ville et à leurs magouilles qui contournent les lois sans jamais vraiment les enfreindre. Tandis que Don Diego est impuissant, Zoro se montre de nouveau indispensable, même si le héros a vieilli. Et franchement, pourquoi pas ? D'autant que la série a été showrunnée par des talents assez éclectiques, Benjamin Charby, à qui on doit entre autres les scénarios de Gagarine et de La Bête, et Noé Debré, scénariste de Problemos, d'Ipan ou justement du Prince oublié d'Hazanavicius, tiens donc. Mais alors qu'est-ce qui va pas dans Zoro? Eh bien le fait que la série ne sache pas vraiment ce qu'elle veut être. Si OSS 117 semble être son modèle principal, le pastiche est justement très clair dans la proposition d'Hazanavicius. Il n'y avait pas besoin de déconstruire le personnage et son univers pour s'en moquer. Pour ça, il y avait juste le second degré de sa mise en scène et de ses situations. Zoro, par contre,
c'est plutôt une parodie. Mais une parodie qui convoque malgré tout le charme de la série de Disney avec Guy Williams. Sur le plan de la tonalité, c'est hyper déséquilibré et c'est renforcé par la fracture que cherche la série. En gros, Don Diego, c'est un gros nulos incompétent, pas vraiment à l'écoute des besoins d'un peuple opprimé. C'est juste OSS 117, dont Zorro serait l'antithèse. L'homme fort et malin, avec des principes, qui agit là où la politique a ses limites. Bon, déjà, c'est difficile de prendre au sérieux les motivations de Zorro et son côté quasi mythique quand son alter ego est aussi bête, mais surtout, ça sert principalement de base à un vaudeville hyper relou. Parce qu'en plus d'être nul, Don Diego ne suscite plus le désir de sa femme Gabriella, incarnée par Audrey Dana, et qui est d'ailleurs la seule qui a l'air de prendre un peu au sérieux les enjeux du récit. Mais Gabriella va tomber amoureuse de Zorro et va entretenir une passion torride avec le justicier sans savoir que c'est son mari. Alors c'est rigolo 5 minutes, surtout dans un passage où elle croit que Zorro serait potentiellement Bernardo, le serviteur muet de Don Diego, mais ça traîne la patte beaucoup trop longtemps, bon Dieu. Après, si l'idée était de faire de tout ça une sorte de comédie de remariage pour jouer de la double identité de son personnage, voire de la remise en question de sa masculinité derrière le masque, pourquoi pas? Ça déconstruit le mythe, mais c'est une façon de revenir au goût prononcé de la pop culture pour les justiciers masqués. Sauf que Zorro, version 2024, essaie de faire plein d'autres trucs, au point où la série semble surchargée de sous-intrigues poussives et de notes d'intention contradictoires. On remet le sergent Garcia, cette fois incarné par Grégory Gadebois, pour en refaire l'ennemi régulièrement humilié par Zorro, mais en 20 ans, il a tiré de leurs affrontements passés une psychologisation à 2 balles de leur interdépendance toxique. Super. Ça se moque régulièrement des codes du film de Cap et d'épée, mais dès qu'il faut offrir quelque chose d'un peu spectaculaire, ça se foire. Là-dessus, le masque de Zorro peut dormir sur ses 2 oreilles. Les chorégraphies à l'épée sont d'une mollesse sans nom et sont platement compensées par du surdécoupage. Et pour moi, là est tout le problème en fait. Le pastiche, ça se travaille. Ça demande un savoir-faire, une connaissance des codes, ce qu'Hazanavicius fait d'ailleurs très bien. Et en soi, ça avait du sens de prendre Jean Dujardin pour incarner Zorro, parce qu'avec OSS 117, il pastichait un certain type de jeu hyper outré, qui s'inspirait même explicitement de Douglas Fairbanks, l'un des premiers interprètes de Zorro. Le truc, c'est que ce genre d'interprétation, qui se prend au sérieux, ça marche si le reste est à l'avenant. Et c'est ça qui m'emmerde en fait. Zorro aurait pu être un vrai pastiche. J'écoute. Amusé par le côté désuet de son imagerie, ou même, attention, je vais vous choquer, J'écoute. une série qui oserait prendre au sérieux cette esthétique et son sens du romanesque, comme l'a fait le masque de Zorro à tout hasard. Surtout que la série parle de l'héritage de Zorro, du fait qu'il n'est pas juste Don Diego de la Vega, c'est un concept, un espoir qui dépasse l'homme derrière le costume. On a besoin de revenir sur ça, de fructifier cet imaginaire. Mais au lieu de ça, on s'en moque, une nouvelle fois, et avec un truc pas drôle en plus, qui convoque une ultime fois l'esprit Canal+ pour montrer que tout ça est bien vieillot. En fait, c'est simple. La meilleure comparaison pour comprendre cette série Zorro, c'est pas OSS 117, mais le film Lucky Luke, déjà avec Jean Dujardin. Là aussi, ça a essayé de transposer l'humour de la BD, qui était déjà un pastiche du western et de ses codes. Dujardin le jouait sérieusement, et il y avait même quelques idées cartoonesques qui marchaient plutôt bien. Et puis soudain, le film vrille et plonge tête la première dans un autre type d'humour, comme pour déconstruire son inspiration déjà humoristique. Jules César. Acte 3, scène 3. Mais comme je le disais, tout n'est pas raté dans Zorro. Et c'est même ça qui m'énerve en fait, parce qu'il y a un potentiel, en particulier sur le plan politique. En fait, il y a 2 intrigues que je sauve. Celle au cœur des épisodes 2 et 3, et celle du dernier épisode que je vais pas trop spoiler. Pour le premier cas, il y a tout un truc autour de la création d'un casino par Don Emmanuel, un noble bien ripou joué par Eric Elmosnino, qui est d'ailleurs le meilleur ressort comique de la série. En gros, il déloge les habitants du quartier, fait croire que ça augmente le taux de criminalité et réinsère tout le monde en esclaves bien contraints de fabriquer ce pourquoi leur maison a été détruite. Et le pire, c'est que ça marche. La foule est sujette au populisme et Zorro devient fatigué de ça. S'il ne cesse d'intervenir, c'est parce que les gens sont trop cons pour voir qu'on les manipule. Vous êtes trop con. Exactement comme quand on vous dit que les milliardaires ne sont pas un problème parce qu'ils créent de l'emploi ou que le vrai problème c'est ces grands tarés de gauchias qui veulent augmenter le SMIC. Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà. Et cette fatigue de Zorro, elle se ressent vers la fin, où le pouvoir acquis par Don Diego le fait plus ou moins vriller à son tour. Serpent, je ne mange pas de ce pain-là. On dirait pas trop, mais je trouve l'idée intéressante de montrer que même en étant un hors-la-loi qui pense au bien du peuple, les intérêts personnels de toute personne au pouvoir finissent par la rattraper. Alors ça reste toujours bon enfant et jamais totalement développé, mais quitte à forcer la modernisation de Zorro, sa connexion avec notre actualité politique était peut-être le vrai sujet. Et en même temps, je comprends aussi pourquoi l'ensemble a la tête de ce truc un peu tiédasse qui ne va jamais au bout de sa logique. Comme je le disais, Zorro sort sur Paramount+, mais la série a été produite avec le partenariat de France Télévisions.
où la série sera également diffusée. Alors on pourrait discuter de ce rapprochement entre le streaming et la télévision, et de ce point de vue-là, Zorro est un produit parfaitement calibré pour un public de télé. Ça convoque avec nostalgie la série de Disney tout en s'en moquant pour paraître moderne, ça se veut grinçant sans vraiment l'être, ça se veut épique sans vraiment l'être, et ça se veut sincère sans jamais réussir à l'être. Ça ne froisse personne, mais ça pourra toujours rassembler une famille distraite devant la télé, pour peu qu'elle ne zappe pas dès qu'elle aura entendu le thème musical absolument nul à chier, et ça pour le coup c'est absolument impardonnable. De toute façon, ça ne vaudra jamais celui de 1957. Un cavalier qui surgit de la nuit. Bref. En tout cas, si vous voulez approfondir le sujet Zorro, il y a ma vidéo sur le masque de Zorro, où j'explique en toute simplicité pourquoi c'est le meilleur film du monde. N'oubliez pas de vous abonner, et je vous dis à la prochaine sur Écran Large. Ciao!